Alors, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Alors, merci Chris pour cette intervention. Et je crois que cette génération Z va bien avoir besoin de nous former parce que nous avons bien envie de les suivre. Les valeurs qui sont quand même évoquées, je trouve, sont quand même proches de notre projet de l'enseignement catholique et on a quand même des moyens de se retrouver. Mais je suis désolée, j'arrive encore avec ma feuille et mes notes écrites. Donc il va y avoir quelques travail à faire dans ce sens-là. Je vais vous présenter maintenant Hélène Benoît, entrepreneur, maman de 3 enfants, coach. Hélène, vous nourrissez toujours la même envie que celle que vous aviez étant enfant. Pour vous, la vie est un terrain de jeu extraordinaire dans lequel nous avons tous pouvoir d'en changer les règles ou de les créer. Vos armes, la créativité, la joie, la bienveillance, l'observation et la curiosité. Coach en créativité et en innovation, vous accompagnez les entreprises et individus à cultiver leurs facultés créatives pour mieux répondre aux complexités du monde, toujours plus rapide, plus connecté, plus en demande de performance. Mais aujourd'hui, c'est en tant que maman de 3 enfants que vous allez intervenir. Vous dites, c'est grâce et à cause d'eux, ces 3 enfants, que j'ai décidé de mettre la créativité et l'humain au cœur de ma vie. Vous avez voulu transmettre à vos enfants, comme clé d'une vie épanouie, la curiosité. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait une incohérence avec le système éducatif actuel qui prône la connaissance mâchée plutôt que l'apprentissage par le questionnement, l'erreur et l'expérience personnelle. Dans ce contexte, un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Vous allez nous faire partager comment vos enfants, issus de la génération Z, ont transformé votre vie et comment vous avez décidé d'apporter un autre regard qui vous a amené à revoir votre rôle de maman. Pour vous, c'est permettre la responsabilisation et la participation de chacun à hauteur de ses facultés, c'est se révéler à son rythme et découvrir son ou ses talents, c'est trouver sa place, c'est s'épanouir, c'est s'émanciper au risque de ne pas s'inscrire dans le courant sans pour autant être à contre-courant. En somme, c'est une co-construction permanente où tout est possible. C'est le beau programme, la réflexion et l'expérience que vous avez accepté de nous partager et que nous avons bien hâte de découvrir. Merci d'accueillir Hélène Benoît qui va nous aider à comprendre la relation à construire avec ces nouveaux parents que nous allons aussi accueillir. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous accueillir aussi pour venir témoigner de nos quotidiens. Sans plus attendre, je vais me présenter. Donc, je suis Hélène Benoît. J'ai 4 fois 10 ans plus 1. Je ne vais pas forcément parler de moi. J'ai un parcours assez atypique et j'ai fait de multiples choses aussi dans ma vie. Et non pas parce que je voulais les collectionner, mais plus parce que ça faisait sens pour moi. Très petite, en fait, j'ai construit mon parcours. Je savais que dans ma vie, je voulais vivre des choses, faire que ma vie soit un voyage. Et donc, je suis venue pour parler de mes enfants et de mon rapport aux enfants. Et lorsque je suis devenue maman, je me suis aperçue que, en fait, je ne connaissais rien. Parce que quand on devient parent, en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc déjà, c'est la première chose, il faut s'adapter.
Donc voilà. Et ce sont eux qui ont été ma source d'inspiration, mes mentors, comme je dis, des fabuleux professeurs. Pourquoi ? Parce que je me suis mise à les observer, me disant que je ne savais rien. La seule chose que j'avais à faire, c'était d'observer. Et ensuite, d'en tirer effectivement des éclairages, des enseignements. La première chose sur lesquelles je les ai observés, c'est notamment sur la nature de l'enfant, qui est la curiosité. Pour apprendre, ils sont une page vierge, et donc forcément, ils nous nourrissent, ils nous bombardent de questions, enfin, à partir du moment où ils savent parler, bien entendu, ils nous bombardent de questions auxquelles parfois on ne sait pas du tout répondre non plus, ou on finit par un parce que. Et donc, hop, ça marche pas. Oui. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 canailles. J'ai 3 garçons qui ont aujourd'hui 9, 11 et 13 ans. Et donc ces 3 enfants, ce sont aussi 3 geeks. On va faire le lien justement où Elodie parlait de génération Z. Je suis en plein dedans. Et moi, je vous avoue que ça m'a nourri des sueurs froides, parce que je ne suis pas du tout numérique à la base. Je suis plutôt pour les sorties, pour les activités en plein air. Il faut savoir que j'ai fait une formation de coaching, donc qui est plutôt orientée sur le développement personnel, sur l'individu, pour accompagner les personnes justement à identifier quels sont leurs besoins, leurs priorités, et dans le but vraiment d'augmenter en fait le potentiel de l'individu. Et mes 3 geeks, j'ai commencé par aller contre leurs envies, leurs désirs, à ne pas écouter en fait leur nature, la génération dans laquelle ils sont nés. Ils ont su sweeper bien avant de savoir marcher. Et mes geeks, au bout du compte, ils sont plus si geeks que ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Là, cette photo, il s'agit d'un concours de cuisine qui a été fait il y a 2 ans et qu'ils ont remporté face à des adultes. Il s'agissait de faire une tapenade. Ils étaient notés à la fois sur le goût, sur la couleur, la créativité, et ils ont eu à disposition les mêmes ingrédients que les autres et un temps défini, et aussi la propreté. Donc on va à ce festival et puis ils me disent oh, maman, on veut s'inscrire. Et la première chose que j'ai pensé, je fais mais vous avez même jamais mis les pieds dans une cuisine et tenu un couteau. Mais ok. Et donc ils ont été. Moi j'ai juste supervisé un peu de temps en temps, mais je les ai vraiment laissés faire et c'était vraiment un enrichissement aussi, une découverte pour moi. Le waouh, je savais pas qu'ils savaient faire ça. Et eux non plus d'ailleurs. Mais tout ça pour dire qu'ils ont eu l'audace. Et cette audace, elle a été nourrie aussi parce que j'ai mis en place avec eux et mon rôle de parent que j'ai complètement transformé. Je me suis questionnée et j'ai éclaté ce que j'avais comme prérequis, comme idée de base, comme jugement, comme héritage en fait sociétal. Et la première chose, c'est de savoir se questionner sur, mais en fait, moi en tant que parent, et j'accompagne mon enfant à grandir, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il prenne son envol ? C'est de le laisser découvrir quels sont ses potentiels. Je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de transferts. Et bien souvent, c'est nous qui allons placer en fait l'envie de l'enfant. On va décider pour lui ce qu'il va faire plus tard. On leur pose la question, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? L'enfant, il va vous répondre, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureux. C'est tout aussi simple. Ces questions-là, bien après, moi je coach des personnes, c'est les questions qu'elles se posent. C'est souvent à l'origine d'un burn-out d'ailleurs, où c'est le craquage complet, et où on se demande, mais quel est le sens de ma vie ? Et on passe beaucoup d'années dans le travail, et finalement, ça craque à l'intérieur parce qu'on n'a pas donné suffisamment de sens. Donc c'est très important, il me semblait, il me tenait à cœur de prendre les choses à la base. Et la base, c'est de savoir observer, questionner et laisser l'individu se planter. Ça, c'est super dur pour un parent, justement aussi, de ne pas forcément couver son enfant et de le laisser aller à l'erreur. Parce que finalement, la question que je vais vous poser aussi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'éduquer ? Alors, éduquer, étymologiquement, effectivement, ça veut dire conduire, amener hors. Et donc, la question, je vais vous la proposer sous forme de 4 réponses possibles. J'en avais une 5e, mais on me l'a refusée. C'était ne sais pas. Est-ce que éduquer, c'est rendre autonome ? Est-ce que éduquer, c'est transmettre un savoir ?
est-ce que éduquer, c'est être exemplaire? Alors je pense que tout au fil aussi, avec à la fois Chris ou Élodie, vous avez pu vous construire aussi une idée, parce que c'est déjà revenu aussi ce mot-là, et puis tout simplement parce que c'est votre domaine. Vous baignez dedans et c'est votre quotidien. Donc je voudrais vous poser la question, peut-être qu'on le reprendra sur le Kahoot tout à l'heure, mais juste à main levée, sur la première question, est-ce qu'il y en a qui lèvent la main? Ok. Donc une majorité, hein, il y a à peu près, moi je vois les 3/4 de la salle. Sur la deuxième, transmettre un savoir. Des chefs d'établissement, transmettre un savoir. Ok. Être exemplaire pour la troisième. Et pour la dernière, aussi ça relève. Ouais. Ben, en fait, je répondrai comme vous pour moi, en tout cas. C'est la dernière que j'ai prise. Et je m'en suis fait, en fait, ma méthode n'est légitime que celui qui fait. Rendre autonome mon enfant, c'est pas forcément lui répondre aussi, pour qu'il aille chercher. On parlait de génération Z, ils veulent l'instant T, ils veulent de l'instantané, ils cherchent sur Internet, et en fait, ils vont pas creuser plus loin. Transmettre un savoir, c'est savoir répondre à les questions auxquelles on nous pose, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Je les laisse encore dans le questionnement. Pourquoi je fais tout ça? Pour les rendre curieux, pour qu'ils soient frustrés. Et s'ils ne me posent pas de questions, c'est moi qui suis frustrée. Et la troisième, être exemplaire, bah oui, si je ne suis pas moi-même exemplaire avec mes enfants, si je ne suis pas aussi un modèle et qui apporte un cadre, ils ne me suivront pas. Ça veut dire que dans mon rôle de parent, en fait, le rapport à l'autorité, je l'ai complètement transformé. Il n'est pas descendant. Je ne dis pas à mes enfants, fais ceci, fais cela, va faire tes devoirs. Je ne leur dis jamais, va faire tes devoirs. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et la simple raison, en fait, pourquoi je leur dis ça, parce que c'est leur vie. Même si je suis leur mère, elle leur appartient, c'est pas la mienne. Quoi que je veuille pour eux, c'est pas la mienne. Et c'est comme ça que je les ai responsabilisés. Comme tout enfant, il arrive qu'ils aient des mauvaises notes. Je leur demande juste pourquoi. Et ensuite, je dis, mais c'est ta vie, c'est pas la mienne. Qu'est-ce qui se passe aussitôt après? Quelques jours après, mon fils revient. Ah, regarde ma note là, parce que sur École Directe, on peut suivre. Ça a augmenté. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il? Parce que je l'ai décidé. Je fais OK. Donc la vie est un voyage. Et j'aime bien prendre cette métaphore où, effectivement, elle est faite d'aventures. Et j'invite mes enfants et toutes les personnes que je côtoie à la vie de cette façon-là. Ça la rend beaucoup plus légère, ça nous rend moins rigides aussi sur ce qui nous arrive. Parce que je ne peux pas prédire ce que cet après-midi à 14h, il va se passer exactement. On va toujours essayer de l'avoir en contrôle. Notre cerveau est fait comme ça. Il a besoin de créer cette zone de confort, de contrôler. Et pour ça, Chris le disait tout à l'heure, il faut donner envie. Et moi, je prendrais la citation aussi de quelqu'un que vous connaissez certainement bien, qui est Antoine de Saint-Exupéry, et qui dit « Si tu veux construire un bateau, ne donne pas le marteau, les clous ou les tâches aux hommes, mais donne-leur envie du désir de la mer. » Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donner les ordres, forcément, ce n'est pas forcément expliquer le sens, le pourquoi et la direction. Et il s'agit bien de susciter le désir, la vocation. Qu'est-ce qui nourrit l'envie? Moi, je travaille toujours avec beaucoup de passion. On parle d'innopassion, Chris. L'innopassion, c'est quoi? C'est justement mettre de la passion dans l'innovation aussi. Et donc, est-ce que vous avez remarqué, on parle de flow, que quand vous êtes passionné par quelque chose, vous avez l'impression qu'il s'est passé 2 minutes. A contrario, quand vous allez faire une tâche qui est plutôt une contrainte, vous regardez toutes les 2 minutes si c'est bien passé 1 heure, mais non. Et donc, je passe ici. Transmettre pour moi, ça commence par donner l'envie et rendre curieux. Et c'est laisser poser l'enfant dans le questionnement, le laisser vraiment dans cette liberté pour que lui aussi, il apprenne à grandir.
un autre grand auteur qu'on connaît bien aussi, Saint-Exupéry. Je vous laisse lire, ou je vais le lire avec vous, mais les grandes personnes aiment les chiffres. Et quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'ils préfèrent, est-ce qu'ils collectionnent les papillons. Elles vous demandent plutôt quel âge a-t-il, quel métier fait-il, combien pèse-t-il, alors seulement elles croient le connaître. Et ça, c'est ce que j'essaye en tout cas d'éduquer à mes enfants, de nourrir cette curiosité. Parce que naturellement, ils l'ont. Moi, lorsque je rencontre une personne, ils vont peut-être me demander comment était-il habillé, plutôt que quel métier fait-il. Je parlais de méthodologie, il faut y donner maintenant une teinte. Et pour moi, c'est la pédagogie. Et je vais vous questionner à nouveau, qu'est-ce que la pédagogie? On a 4. Est-ce que c'est une méthode d'apprentissage et d'éducation? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est une sensibilité humaniste? Ou bien les trois? Donc pour la première, est-ce que la pédagogie pour vous, c'est une méthode d'apprentissage et d'éducation? De l'art? Alors parfois ça en relève quand même. Une sensibilité humaniste? Les trois? Exactement. Alors j'espère que cette photo vous parle. Mais effectivement, quand je dis nourrir l'envie, c'est ça, c'est donner l'appétit d'apprendre. Et c'est pas que le donner, c'est comment le cultiver aussi. C'est dans ça il s'agit, parce que cette génération, elle se lasse très vite, elle se frustre très vite, et elle veut passer tout de suite à autre chose. Et pour l'appétit d'apprendre, et c'est ce qu'on a mis en place, en tout cas, parce que effectivement je travaille avec Chris pour le projet Trésorium, c'est de cultiver la joie, c'est de nourrir la curiosité, et le résultat, c'est qu'on crée une expérience qui provoque l'émerveillement. Alors l'émerveillement, c'est peut-être un mot qui veut à peu près rien dire, mais en fait, il se traduit comment? Un exemple concret, très simple. Lorsque l'enfant a réalisé un projet, et qu'il est en stage, on lui demande à la fin de présenter son projet. Donc moi-même, je les accompagne pour articuler un plan, etc., que ça soit quand même un peu cadré, et après, il a toute liberté de pouvoir le présenter. Ce n'est pas imposé, c'est bien une proposition sur la base du volontariat. S'il se sent prêt, et la condition c'est toujours, si tu le veux et que tu te sens prêt pour, tu le fais. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Tu le feras peut-être une autre fois ou pas. Et donc il présente son projet et il vient face à vous. Ils ont 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Voilà, et c'est les enfants qu'on accompagne. Et je peux vous dire que moi, mon deuxième, il est ultra timide. Un manque de confiance en lui total. Donc forcément, mes enfants ont été les cobayes aussi de notre projet. Et moi-même, j'ai pu voir l'évolution et comment ils se sont transformés par rapport à ça. Et ce deuxième enfant, qui s'appelle Raphaël, ultra timide, a un jour pris le micro, et ça a été déclencheur pour lui. Et aujourd'hui, il ne se définit plus comme timide, ou moins que rien, parce que c'est les mots durs qu'il se met pour lui-même, mais il va prendre en charge dans les groupes les autres enfants, il transmet sa connaissance, et on a souvent un petit rituel aussi lors de nos ateliers, on fait la météo. Qu'est-ce que la météo? C'est de demander comment on se sent, ou avec quoi tu es venu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des fabuleux indicateurs pour savoir comment se sent l'enfant. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'a pas envie de travailler, ça nous arrive tous. Peut-être qu'il n'a pas dormi de la nuit, peut-être qu'il y a eu un événement familial, peut-être que. Et donc, ça nous permet effectivement d'identifier comment il se sent et de pouvoir l'accompagner sur son projet de façon à ce qu'il donne le meilleur de lui-même. Ça va? Tout le monde suit? Et donc, juste, pour en revenir à l'émerveillement, comment on le voit? Tout simplement dans le regard des spectateurs, dans le regard du parent. Un peu comme moi, quand mes enfants ils ont gagné le concours de cuisine, j'étais « waouh ». Et à ce moment-là, je pense que j'avais un peu les larmes aux yeux et les yeux qui pétillent et le cœur qui bat fort. Et ce sont ça les symptômes de l'émerveillement. Et je le cultive, moi, en tant qu'adulte ou grand enfant, je le cultive, franchement, tous les jours. Je vais le chercher.
quel a été mon émerveillement de la journée. Et ça peut être un rien du tout. Et qu'est-ce qui m'a amené à nourrir aussi cette approche, en fait, avec mes enfants, qui sont geeks, qui sont à l'opposé de l'éducation aussi qu'on m'a transmise, qui était plutôt rigide, d'ailleurs. Donc mes parents, ils ont beaucoup souffert avec moi, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises et d'expérimentation. Donc c'est ne pas lutter contre. Et un jour, je me suis dit, mais plutôt que de lutter contre, qu'est-ce que je peux faire avec? Et ça a été vraiment révélateur, parce que du coup, ça a nourri une complicité. Moi, du côté plutôt descendant, l'autorité, je me suis mise à leur niveau, et on a commencé à collaborer. Et la collaboration, on a surtout mis la collaboration sur la créativité, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai développé aussi tout au long de ma vie, et qui permet de dire qu'un individu créatif trouvera toujours des solutions à tout ce qui lui arrive, le MacGyver. Et je ne privilégie pas la technique, mais bien la créativité. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un outil, dernier cri, mais ce qui importe, ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est qu'est-ce que vous faites avec. Et c'est ça qui rend les choses complexes dans notre monde. C'est que souvent, on prend quelque chose et on n'en voit que la surface de l'iceberg, 10%, et ça masque le besoin réel derrière les 90%. Moi, j'ai appelé ça la simplexité, parce que c'est compliqué de faire simple. C'est hyper compliqué de faire simple. Et les enfants, ils sont super simples. Ils vont droit au but, ils vous posent des questions, des pourquoi, des comment. On ne va pas partir non plus sans que je vous donne quelques petites astuces et comment, au quotidien, en fait, j'entraîne mes enfants sur l'art de la combinaison, combiner. C'est l'art d'associer les choses. J'ai remarqué que dans notre pays, en France, on va plutôt chercher les différences plutôt que les associations. On va plutôt favoriser le oui mais plutôt que le oui et. Ça vous parle? Et la combinaison est bien un moteur propre au cerveau. Dans les neurosciences, il dit qu'à chaque âge, effectivement, on peut apprendre tout au long de sa vie. C'est prouvé aujourd'hui. Je vais vous montrer ici que le cerveau est plastique, mais aussi, alors contrairement à l'idée répandue qu'effectivement on est tous slashers, qu'on est multitâches, oui, c'est vrai. Et en fait, il est en train de se transformer. Enfin, le cerveau de nos enfants n'est pas le même que le nôtre. Moi, je me considère en génération Y. Et surtout, le cerveau efface. Ça veut dire quoi? C'est qu'on reçoit tellement d'informations qu'il a besoin d'identifier ce qui est utile pour lui. Moi, je vous avoue que tous les cours de primaire, etc., je les ai oubliés. Quand je dois faire parfois de l'aide aux devoirs, je suis là... Mathis, tu veux pas aider ton petit frère? Je suis fainéante. Et donc, ce qui est important ici, sur le cerveau efface, il enregistre les informations utiles. Retenez bien ça. Parce que ce qui est utile, c'est ce qui fait sens. C'est ce qui va réveiller le feu intérieur, c'est ce qui vous donne envie d'aller chercher l'information. Alors ça, c'est une autre petite image. Quand je parlais de combiner, bah oui, voilà, et si, c'est les et si. Mon outil préféré de coach en créativité, c'est d'utiliser cette simple question, et si? Et si l'orange avait le goût de kiwi? Une question pratique du pouvoir du et si? Les ingénieurs Citroën, on raconte que les ingénieurs Citroën, pour inventer en fait les amortisseurs qu'on connaît des DS, vous voyez, les suspensions hydroactives, donc cette fabuleuse innovation, en fait, ils avaient instauré un rituel que lorsqu'ils disaient pot, ça voulait dire attention, je vais dire une grosse bêtise, une absurdité, mais soyez bienveillants à mon égard. Et donc, un jour, un ingénieur est arrivé et il a simplement posé la question, et si les roues étaient carrées? C'est bête, mais c'est radical. Parce que du coup, on change de prisme. En fait, c'est changer son regard. Moi, mon travail de coach, c'est justement d'apporter différentes visions, perspectives à une seule question. J'appelle ça l'art du questionnement. Coach, ça veut dire accoucher d'eux. En conclusion, s'il y a bien 3 choses que je dois retenir et que je peux aussi partager avec vous, c'est que moi, j'accompagne mes enfants à développer leur pensée critique, à nourrir leur curiosité et surtout à entretenir leur estime de soi.
Et je crois que ces 3 facteurs sont nettement essentiels pour le XXIe siècle, qui va vite, qui est dans la culte de la performance. On est 7 milliards, on sera plus. Et donc, c'est qu'est-ce qui différencie un individu de l'autre et qu'est-ce qui fait qu'il va nourrir de la confiance en lui, de l'estime de soi. Alors, l'art du questionnement, et ça, c'est pas plus tard que ce week-end, parce qu'on pratique l'art de la philosophie, on philosophe, on palabre, on se réunit avec mes enfants. Et je leur pose la question, qu'est-ce que le libre arbitre? Alors, je vous rappelle, 9 ans, 11 ans, 13 ans. Celui de 9 ans, il rame un peu. Il rame parce que c'est quoi le libre arbitre déjà? Et donc, la deuxième question, c'était qu'est-ce que hacker? Voici leur réponse. C'est pas moi, c'est eux. Le libre arbitre, alors j'aime bien parce qu'ils m'ont fait mettre entre parenthèses arbitre, parce que finalement, derrière le mot d'arbitre, c'est la liberté, surtout qui prône. On a mis des hashtags parce que c'est la génération hashtag, mais en fait, ce qu'il faut comprendre derrière cette signification du hashtag, c'est mots-clés. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui est utile à ma mémoire? Il fonctionne comme ça. Hashtag, hashtag, hashtag. Et donc, on en est arrivé à ces conclusions, que le libre arbitre dépend des choix qu'on fait, et que forcément, ça nous met en responsabilité des conséquences de nos choix. Et que pour faire un choix, il faut qu'on soit en conscience. Ça veut dire éclairé. Et pour être éclairé, il faut avoir de la connaissance. Voilà, je vous rapporte en tout cas le fil de la discussion qui a été nourrie et que vraiment ce sont les 3 enfants, c'est pas moi qui suis derrière. Pour ce qui est du mot hacker. Le mot hacker, pour eux, ça veut dire contourner. Alors forcément, juste le terme n'est pas par contre pour eux insignifiant puisqu'ils vont dans nos ateliers, donc ils ont l'habitude de ces termes-là, un hacker numérique, etc., dans le bon sens du terme et pas le pirate informatique tel qu'on le présuppose. Donc ils l'ont bien pris dans la formulation en fait correcte du terme. Hacker veut dire contourner, transformer, jouer avec les règles, dans le bon sens aussi, dans la limite des règles. Et montrer la défaillance d'un système. Alors je leur ai fait approfondir, qu'est-ce que tu entends par là, par montrer la défaillance d'un système? Et ils m'ont dit tout simplement, lorsqu'on montre la défaillance d'un système, c'est qu'il est améliorable. Et moi personnellement, je me sens un peu petite. Et c'est en ça que ma construction, en fait, mon rapport humain de parent qui a un certain âge et notamment une certaine expérience qu'il doit transmettre, je me sens toute humble. Et c'est finalement, est-ce que les enfants ont-ils encore besoin de nous? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai besoin d'eux parce qu'ils m'apprennent à grandir encore. Et pour les derniers, et après j'ai fini, dernier slide, je pense que je suis dans le timing. Je vous parlais d'estime de soi, je voulais juste refaire un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu. L'estime de soi, c'est quoi? C'est lorsque vous mélangez la persévérance, l'autosatisfaction, voilà ce que ça donne. C'est une formule mathématique, c'est de se poser la question, ok, qu'est-ce que la persévérance? Et quand est-ce que j'ai de l'autosatisfaction? Et à chaque fois, je vous assure que vous trouverez de l'estime de soi au bout. Donc ça, c'est en tout cas ma petite astuce, entre guillemets. Et forcément, la curiosité. Et ça, c'est mon créneau, c'est mon dada et je l'applique au quotidien. C'est un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Et donc, pour éveiller les chakras, je vais vous demander de participer à quelque chose. Paul Torrance était un psychologue américain qui a consacré la majeure partie de sa vie en fait, à réaliser des études autour de la créativité. Et il y a un petit test de créativité, on va vous demander votre participation. Donc, Chris, il va... vous donner voilà, un petit marque-page. Vous pourrez le garder en souvenir en tant que marque-page, mais on va tester un petit peu aussi votre faculté à être créatif ou votre faculté à jouer le jeu. Et en fait, sur la partie blanche donc, du marque-page dont vous avez possession, je vais vous demander de vous munir d'un stylo et tout simplement... La règle, c'est que vous n'êtes pas noté, d'accord? Il n'y a pas de règle de qualité de performance, mais simplement, vous avez 1 minute. Est-ce que tout le monde est servi? C'est de compléter les dessins qui sont incomplets. Autant que possible,
Pour vous aider, que vous inspire-t-il? Deuxième astuce, réfléchissez pas trop. J'ai pas minuté. Je laisse un peu de temps parce que tout le monde n'a pas eu le même ratio de temps. Est-ce que c'est bon? Oui. Bon, après, toujours est-il, vous n'êtes pas obligé de finir. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi je fais cet exercice, parce qu'en fait, chez moi, rien n'est gratuit. Il faut toujours qu'il y ait du sens et que ça réponde à un pourquoi. Et donc, je vous fais faire cet exercice 1 déjà pour vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Ça fait du bien de temps en temps aussi de se dire bah, j'ai le droit de dessiner. Deuxièmement, la question que je vais vous poser, c'est, et c'est ce que je pose à mes enfants ou à nos participants à nos stages, je leur pose une question, il n'y a pas de notes, mais c'est une auto-évaluation. Et je leur pose juste la question, est-ce que ça a été facile, moyen ou dur de faire cela? Et le truc incroyable, parce qu'au début, en fait, on a commencé à faire des gratifications. Si tu fais ça, on valide, etc. Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'animateur, quand vous avez 20 ou 30 enfants, les enseignants, 20 ou 30 enfants, on ne peut pas tous les voir. On ne peut pas voir ce qui se passe pour tous. Et en fait, j'ai mis ce process en place, on a expérimenté en tout cas, et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que, ça responsabilise l'enfant. Il s'auto-évalue lui-même, parce que lui seul est en capacité de dire finalement si ça a été facile, moyen ou dur. Et donc il évalue son niveau d'apprentissage et d'assimilation là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'au final, il ne mentait pas. Il ne ment pas. Parce que j'en ai eu des loulous qui essayaient de je l'ai eu, je l'ai fait, c'est bon. Justement, il se trouve que toi, je t'ai vu et que tu ne l'as pas fait. Et quand j'ai mis ça en place, ils sont complètement responsables et ils ne se mentent pas. On est complètement authentique. Parce qu'ils comprennent que, et j'explique aussi le processus, l'auto-évaluation, c'est toi-même qui l'as fait pour toi. Elle t'est personnelle et c'est un indicateur pour voir de quelle façon tu progresses. Si c'est facile, ça veut dire que tu peux passer au niveau supérieur. Si c'est moyen, c'est qu'il y a des choses à effectivement développer. Et si c'est dur, c'est que peut-être c'est trop dur pour toi et il faut revoir un niveau au-dessous. Ou il faut, voilà. Il y a la bienveillance et le partage et l'accompagnement, en tout cas, ont été les mots-clés de tout l'apprentissage que j'ai fait ces dernières années, de la transformation et c'est pour ça que je suis venue témoigner auprès de vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas mon témoignage. Merci beaucoup.